RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevrons Aurore Berger, députée La République En Marche des Yvelines. Mais tout de suite, nous recevons Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis de la France Insoumise et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, Yvan Colonna, l'homme qui a été condamné pour l'assassinat du préfet Érignac en Corse, est mort hier soir des suites de ses blessures après avoir été agressé par un détenu. Emmanuel Macron a appelé au calme. Faut-il redouter un embrasement de l'île ? Moi, je ne le souhaite pas. Personne ne le souhaite. Par contre, au-delà de ce drame, il y a des réponses politiques à apporter à des questions. Déjà, tout simplement, j'ai une pensée aussi pour Madame Érignac, la veuve du préfet Érignac, ne pas oublier quand même ce qui a eu lieu. Mais Monsieur Colonna est en prison depuis, je crois, 22 ans, et 18 ans aussi, notamment pour les 3 personnes, dont lui, qui avait été condamné. Et les conditions, comme tout détenu, étaient déjà réunies pour qu'il puisse revenir, notamment à la prison de Borgo en Corse, et qui sont dans de meilleures conditions. Donc il y a déjà une tension, parce que beaucoup de gens qui au moins demandaient le rapprochement des familles avaient dit attention, est-ce qu'il sera plus en sécurité, si je puis dire, ou dans de meilleures conditions de détention s'il revenait en Corse. Et ce drame arrive là. Après, il y a des discussions à avoir aussi vis-à-vis de la Corse, vis-à-vis du fait que ce département français aussi bénéficie parfois de conditions très difficiles d'existence pour les Corses, notamment du fait de la spéculation. Les Corses eux-mêmes ne peuvent pas vivre sur le territoire national. Donc là, il y a beaucoup de réponses politiques à apporter. Voilà, et je souhaite que cela ait lieu de manière démocratique. Je ne peux pas dire plus à ce stade. Nous, vous savez, sur cette question-là, quand nous sommes favorables à une 6e République, on pourrait aussi discuter de quelle manière, notamment, la prise en compte du caractère insulaire de la Corse. Mais est-ce que c'est le bon moment ? Vous dites qu'il y a des réponses à apporter, mais est-ce que là, dans le contexte de tension, on a vu des événements au cours de ces dernières semaines, est-ce que c'est le bon moment pour se dire, apportons des réponses, et par exemple, ouvrons le débat sur l'autonomie à 3 semaines de l'élection présidentielle ? Si une élection présidentielle n'est pas le moment d'apporter des réponses à des questions politiques, c'est quand le bon moment ? Et quand les gens sont mobilisés, au-delà des aspects de tension que vous avez évoqués, il y a d'abord des manifestations qui sont significatives. Et puis il y a l'ensemble des élus mais vous ne politiques... dites pas qu'un pouvoir sortant qui engage ces discussions, finalement, lie les mains du pouvoir suivant. Vous savez quoi ? Je suis d'accord avec vous, mais ça me choque plus quand on me parle de toute une série de choses, notamment sur la retraite, d'engagement du président de la République... Parce que vous êtes d'accord sur le fond, mais sur le principe, vous ne trouvez rien à redire ? Non, mais qu'il y ait une discussion qui s'engage... De toute manière, sur le caractère spécifique de la Corse, nous on pense qu'il faudrait prendre en compte, je ne vais pas être trop technique, en s'appuyant sur l'article 74 de la Constitution qui permet d'avoir notamment des droits nouveaux sans participer à la dislocation de l'unité nationale du fait de la prise en compte du caractère insulaire pour que des décisions soient prises qui correspondent plus aux exigences du peuple corse. Nous on est favorable à ce processus politique-là, nous l'avons déjà dit, plusieurs fois, Jean-Luc Mélenchon l'a dit. Ce que je veux dire c'est qu'on ne peut pas... Là il y a une tension, mais ça fait un moment aussi que si je puis dire, de la part du peuple corse, des revendications qui ne sont pas entendues. Nous, on a noté le fait que beaucoup de députés corses, aujourd'hui, sont attachés à l'évolution du statut de la Corse. Donc, il faut l'entendre. Et bien souvent, jusqu'à présent, il n'y avait pas de réponse qui était apportée, ou alors un peu manœuvrière. La presse a révélé, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'il y avait, avant le drame qui est arrivé et la mort de M. Colonna, des discussions entre M. Macron qui voulait peut-être acheter un peu le vote au Corse au nom de l'évolution du statut. Ça, c'est pas correct. Moi, je suis pour discuter loyalement avec le peuple corse, enfin, avec les Corses, s'ils n'ont pas des mots qui peuvent être matière à discussion avec les Corses, y compris dans le cadre aussi de leur volonté de faire peuple avec nous. Alors Jean-Luc Mélenchon monte dans les sondages, il est en 3e position, il est à 15% dans les sondages, il est 3e, donc Marine Le Pen est devant lui avec 20% des sondages. Est-ce qu'une présence au second tour est atteignable en 3 semaines et qui faut-il convaincre ? Les abstentionnistes ? Exactement. Alors d'abord, moi je crois que la présence au second tour, elle est possible. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé il y a 5 ans. Il y a 5 ans, à 3 semaines, 20 jours du premier tour, Jean-Luc Mélenchon était 14-15 déjà dans les sondages, on termine à 19,5. À la fin, tout s'accélère, pour tous les candidats, y compris pour nous. Donc c'est le moment plus que jamais d'agir. On a fait un gros meeting ce week-end. Ouais. Et ce qui m'a frappé, c'est que le mot d'ordre qui était scandé par les gens, c'était à la fois Union populaire, mais c'était surtout « on va gagner », alors qu'il y a 5 ans, c'était « résistance ». Donc il y a un état d'esprit chez les nôtres qui est plus maintenant que c'est possible. Deuxièmement, comme vous l'avez dit, les mêmes sondages
On s'appuie tous ensemble sur les sondages. Mais ils nous disent qu'aujourd'hui, il y a 69% de participation. C'était 78% il y a 5 ans. Si on arrive à avoir un taux de participation plus élevé, notamment, vous savez, sociologiquement, j'ai un raisonnement à la serpe, mais enfin, c'est surtout les milieux populaires qui sont abstentionnistes. Si ces gens-là viennent voter, et ils ont à gagner à la victoire de Jean-Luc Mélenchon, parce que nous voulons la retraite à 60 ans, parce que nous voulons le SMIC à 1 400 €, parce que nous voulons une autre répartition des richesses, nous voulons une défense des services publics, défendre l'école publique, bref, ils ont à gagner à tout ça. Si ces gens viennent voter en disant cette fois-ci, là, on m'avait dit que ce serait l'extrême droite et Macron, mais un autre second tour est possible, eh bien, ça peut effectivement créer les conditions. Mais comment vous les alpaguez, on va dire, quelle est la stratégie? Regardez les images derrière vous. Je vais vous dire que cette place de la République, pleine de monde, cette ferveur, amène à ce que des gens, moi, m'en ont parlé. Je prends cet exemple parce qu'encore aujourd'hui, je fais des diffusions de tracts. Beaucoup de gens m'ont dit « Vous avez réussi votre coup, dimanche, on y croit ». Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi que la force appelle à la force. La ferveur et le fait que ce soit possible invite les gens à dire finalement la résignation dans laquelle je m'étais enfermé, eh bien, les choses peuvent changer. Donc, il faut donner à voir une campagne dynamique. Il faut faire des meetings aussi, ce que nous cherchons à faire. Savez-vous que chaque semaine, il y a plus de 30 meetings Union populaire qui ont lieu sans Jean-Luc Mélenchon à travers toute la France. Moi-même, dans quelques jours, je partirai faire des meetings Perpignan, Lens, Dunkerque, etc. Et mes amis sont partout. Ce que je veux dire, c'est qu'il se passe aussi, et vous en parlez parfois dans vos émissions, sur le terrain, une campagne qui mobilise. Et après, c'est au peuple qu'il aura le dernier mot. Alors, en fait, il y a une campagne qui existe et qu'on ne voit pas alors. Du moins qu'on ne voit pas, que les gens voient, mais que peut-être j'invite la presse. Et moi, ce que je souhaite aussi, c'est qu'une élection, c'est pas que j'ai rendez-vous dans un bureau de vote le 10 avril et jusque-là, il ne se passe rien. C'est aussi une délibération. Alors là aussi, là où vous faites votre boulot, c'est que vous invitez les représentants des candidats à s'exprimer, mais la délibération, il faut que ça frotte un peu, que ça discute. Et je trouve dommage qu'Emmanuel Macron ait enfermé le débat pour l'instant, une espèce de speed dating, les candidats s'expriment les uns après les autres et ne peuvent pas débattre entre eux. Vous avez parlé il y a quelques instants, Alexis Corbière, des presque 10% de participation qui pourraient manquer par rapport à la dernière élection et souligner qu'en effet l'abstention est souvent plus forte chez les classes populaires. 10 points de différence des fois avec les catégories. Si vous arrivez si les classes populaires se mobilisent, mécaniquement, ça pourrait vous profiter, mais ça profitera aussi à Marine Le Pen. Tout à fait. Vous savez, personne n'appartient... Donc l'écart risquerait de rester le même. Mais, cher Frédéric Rivière, personne n'appartient à qui que ce soit. Ce que je sais par contre, ce que je dis aux classes populaires, même celles qui avaient envie de voter Front National, écoutez bien Madame Le Pen, elle veut vous faire travailler plus longtemps. Elle n'est pas pour la retraite à 60 ans. Le seul candidat en capacité d'être au second tour qui est pour la retraite à 60 ans, je dis bien le seul, c'est Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, ces milieux populaires qui votent Madame Le Pen, je pense qu'ils sont d'accord avec moi sur le fait qu'à 60 ans, on doit pouvoir arrêter. Savez-vous qu'aujourd'hui, une personne sur deux à plus de 60 ans est soit en invalidité, soit au chômage. Et donc, si on repousse chaque fois plus l'âge de la retraite, ça fera des retraités pauvres. Et donc, même les gens du Front National, ils n'ont pas envie d'être dans la pauvreté, dans la retraite. Donc, je leur dis, votez bien. Votez Mélenchon, c'est voter pour vos intérêts. Frédéric. Est-ce que votre difficulté, ça n'est pas que Marine Le Pen s'est installée depuis plusieurs mois maintenant sur la question du pouvoir d'achat dans sa campagne présidentielle et qu'on voit qu'en effet, c'est la première préoccupation des Français, contrairement à d'autres campagnes où elle était beaucoup plus sur les questions d'identité ou d'immigration. C'est l'image qu'elle veut se donner, mais je viens de vous donner un argument. Qui semble fonctionner dans les sondages. Peut-être, mais Madame Le Pen fait campagne, je ne vais pas lui reprocher, elle avance des arguments. Et beaucoup de gens, me semble-t-il, moi mon opinion, c'est qu'ils votent contre leurs intérêts, ceux qui votent Front National. Mais je ne suis pas non plus là en train de manipuler le cerveau des gens. Mais je leur dis, avec ce que vous dit Madame Le Pen, vous allez perdre du pouvoir d'achat si elle repousse l'âge de la retraite comme les autres. Donc vous perdrez dans votre porte-monnaie. Et donc je leur dis, ne votez pas contre vos intérêts. Et le problème, c'est pas l'immigré en vérité, c'est ceux qui se gavent. Savez-vous que le bilan de M. Macron, c'est que 5 personnes en France possèdent autant que 40% de la population, c'est-à-dire 27 millions d'habitants. Ça, ces inégalités, si on partage autrement les richesses, on peut vivre mieux. Donc je dis aux électeurs du Front National, ne vous laissez pas berner par le fait que le problème, c'est votre collègue de travail parce qu'il s'appelle Mahmoud, Ahmed ou je sais pas quoi. Le problème, c'est que souvent, il y a trop d'inégalités. Et ça, je crois que des gens peuvent l'entendre tranquillement. En discutons-en. Bon, il n'y a pas que des racistes invétérés qui votent Front National. Il y a aussi des gens de bonne foi qui pensent qu'effectivement, l'immigration est cause de leurs problèmes. Et je leur dis non. Là-dessus, ça n'est pas la réponse. Et surtout, si vous votez Front National, vous allez perdre et vous allez devoir travailler plus longtemps. Voilà le raisonnement. Alors, chacun, après, en tirera les conclusions. Si vous êtes au second tour, j'imagine que... vous souhaiteriez, bien sûr, vous imaginez peut-être gagner. Évidemment. Évidemment. Mais est-ce que vous n'avez pas un problème de réserve de voix à gauche au second tour ? On a plein de problèmes. Ce serait inattendu. Non, mais je veux dire, c'est pas simple. Et je vous dis pas. Ce que je sais, c'est que si Jean-Luc Mélenchon est face à Emmanuel Macron, la conversation qui aura lieu dans le pays
pendant ces 15 jours sera différente que M. Macron face à l'extrême droite et ses thèmes recuits dont on vient d'évoquer avec Frédéric Rivière. On va parler social. Il y aura le candidat de la retraite à 65 ans, Macron, le candidat de la retraite à 60 ans, Mélenchon, le candidat qui bloque les salaires, bloque le gel du point d'indice et le candidat du SMIC à 1 400 €. Mais vous faites quoi du problème des retraites? Parce qu'à long terme, on n'a pas de problème, le corps le dit, mais est-ce qu'on a un problème là, dans les quelques mois, voire les années on n'a pas de problème là. Il y a un déficit. Non, absolument pas. Le déficit, il est dû essentiellement à du chômage de masse. Oui, mais le déficit, si vous recréez de l'emploi, vous créez des cotisations plus importantes, si vous pouvez organiser un autre partage des richesses. Le problème qu'on a eu, le chiffre que je viens de donner, devrait vous impressionner. 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions. Il a été largement commenté. D'accord, mais c'est l'Oxfam qui nous dit ça. D'accord. Aujourd'hui, les milliardaires français ont fait, dans la période de crise, 236 millions. La crise sanitaire a favorisé. Voilà, la crise sanitaire, faisons-le simplement, a favorisé, plus qu'à polariser, et les plus riches sont encore plus riches. Est-ce qu'on ne peut pas partager différemment? Ça date d'avant aussi, de la crise sanitaire. Non, ça s'est accéléré grandement, notamment en période de crise. Je reprends le vocabulaire de M. Macron, c'était la guerre, mais il y a eu des profiteurs de guerre. D'accord? Donc il est temps de dire ça, c'est pas possible. La République, c'est que le fait que tous ensemble, nous puissions vivre en harmonie et pas avec des gens des inégalités qui se creusent d'un côté, 9 à 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Bref, la retraite à 60 ans, c'est possible. Après, ça amène effectivement d'autres choix de société. Moi, je ne vois pas l'intérêt à ce qu'au bout d'un moment, et même, je crois, les riches eux-mêmes, à ce que des gens accumulent des richesses incroyables et ce que, d'un autre côté, on est des gens de plus en plus en situation difficile. Les commerçants, les petites entreprises, elles ont besoin que les gens, ils aient un peu la bonne paye pour aller faire fonctionner le commerçant du coin. Ils ont besoin que les retraités aient un peu de pouvoir d'achat. Les retraites pauvres, ça amène à ce que les personnes âgées vont avoir de plus en plus de difficultés à aller dans les EHPAD. Et on a découvert en plus récemment qu'il y a même des gens qui mettent les EHPAD en bourse. Bref, on a tous à y gagner, quel que soit nos... Moi, je ne dis pas que tout le monde gagne la même chose, mais ces inégalités, il faut les corriger. Mélenchon, c'est le candidat du partage. Alors, on a parlé il y a quelques instants de l'immigration ou de l'identité à travers les campagnes précédentes de Marine Le Pen. On voit depuis quelques semaines maintenant Éric Zemmour s'effriter dans les sondages, mais il est toujours autour de 9-10%. Quelle conclusion en tirez-vous? Est-ce que ça signifie que ces questions-là ont un écho faiblissant dans la société, mais est-ce que, malgré tout, 9-10%, ça n'est pas rien tout de même? Comment vous qualifiez les gens qui, aujourd'hui, sont déterminés à voter Éric Zemmour? Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que beaucoup de gens tombent dans un vieux piège depuis toujours. Moi, je suis prof d'histoire, je connais ça depuis. Ça a été le cas du XXe siècle. Ce que j'appelle dans mon vocabulaire l'extrême droite, ça a toujours été. Elle a toujours eu des bases populaires d'ailleurs, de gens qui pensent qu'en vérité le problème c'est pas le partage, le problème c'est l'étranger. Alors l'étranger, ça a eu été le Rital, l'Espango pour moi dans le Sud qui étaient les Espagnols. Aujourd'hui, c'est des gens issus du Maghreb, etc. Bon, tout ça chaque fois est utilisé. Est-ce que ça n'est pas simpliste ça? Est-ce que ça n'est pas ramené uniquement à la question sociale et économique? Mais justement, est-ce que ça n'est pas refusé aussi de voir des problèmes qui existent dans un certain nombre de quartiers, de régions de France? Ah non, mais les problèmes qui existent, je les vois, je suis élu de ces problèmes. Vous voulez que je vous dise, moi qui suis élu de Seine-Saint-Denis, pour quelle raison les profs chez moi, ils sont pas remplacés? J'ai un collège, ça fait depuis la rentrée le mois de septembre, ils sont pas remplacés. Pour quelle raison j'ai pas de commissariat de plein exercice? À Neuilly, la superficie, chez Neuilly-sur-Seine, là où était M. Sarkozy, le commissariat, il a une superficie deux fois moins importante que chez moi. Vous voulez que je liste tous les services publics qu'on a fermés? Pour quelle raison les ascenseurs sont pas réparés chez moi? Les problèmes, je les vois. Et je les prends sur l'aspect social des problèmes que posent les gens. Il y a des gens qui n'habitent pas en Seine-Saint-Denis qui me font la leçon et qui disent le problème, c'est qu'il y a trop d'immigrés. Moi, je veux dire, le problème, c'est qu'il y a trop de pauvres et que vous les entretenez dans la pauvreté. Pourquoi le collège le moins bien doté de Paris est mieux doté que le collège le mieux doté de Seine-Saint-Denis? Est-ce qu'on accepte ça? Pourquoi moi je me bats, l'exemple je prends sur le terrain de la sécurité, pourquoi moi, à Bagnolet, qui est un des endroits sans doute de plaque tournante de beaucoup de drogue, je n'ai même pas un commissariat de plein exercice, mais une antenne de police qui ferme à 18h. Et il faut aller à 45 minutes de transport en commun pour aller au commissariat pour tout simplement porter plainte. Donc tout ça est entretenu, et on fait croire qu'il y aurait des gens qui ne veulent... on veut, comment dirais-je, entretenir les gens dans une obsession où on va s'engueuler entre voisins, alors que fondamentalement... La République, les services publics pour tous, s'ils étaient vraiment dans nos quartiers, ça irait mieux. Je ne dis pas que ça réglera tous les problèmes, mais faisons-le et arrêtons. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas vous répéter autre chose que... Moi, je pointe des inégalités et M. Zemmour, lui, veut qu'on parle de prénoms et du fait que c'est la faute aux gens de confession musulmane. Moi, je ne mords pas cet hameçon. Dans mon pays, il n'y a pas trop de juifs, il n'y a pas trop de musulmans, il n'y a pas trop de catholiques. C'est une affaire privée et nous devons faire République, tous citoyens égaux. Zemmour, il veut autre chose. Mais il n'aime pas la République, d'ailleurs. Et c'est son problème. Lui, c'est pas son modèle. Il veut un truc identitaire. Bon, s'il y a 9-10% de gens qui pensent à ça, je ne les interdis pas. Mais j'essaie de faire avancer d'autres idées. Alors, Jean-Luc Mélenchon a ça en commun d'Éric Zemmour, c'est parler beaucoup d'histoire. Vous venez de dire que vous étiez oui, M. Macron et tout ça, dites pas ça. Pardon? Ne dites pas mise en commun. Tous ceux qui aiment la politique aiment l'histoire.
Monsieur Ça Zemmour... dépend. Non, mais il y a une culture historique que n'ont pas tous en tout cas, les hommes ou femmes politiques. Mais Jean-Luc Mélenchon fait souvent référence à Robespierre dans son discours. Est-ce que c'est tout de même pas une référence qui est de nature à inquiéter parce que Robespierre, c'est quand même un personnage sulfureux dont la vertu et la morale étaient quand même névrotiques. Il a envoyé quand même tous ses amis à la guillotine. Savez-vous qui a inventé la devise liberté, égalité, fraternité ? C'est Robespierre. Oui. D'accord. Ok. Donc ce n'est peut-être pas ce personnage. Non, mais on peut inventer des slogans et. C'est la devise, d'accord. D'accord. Oui. Donc il y a aujourd'hui, si vous voulez avoir un débat, mais Jean-Luc Mélenchon ne parle pas de Robespierre, mais moi je me réclame effectivement. Si. Non, mais moi j'ai écrit 2 livres sur Robespierre, parlez-moi de moi, vous inquiétez pas. D'accord, on peut discuter de ça. Oui, moi je me réclame effectivement de ce qu'on appelait les Jacobins, ceux qui ont, face à la monarchie, ont essayé de construire une république dans un monde de guerre civile terrible. Ce moment était très difficile, mais on a diabolisé des personnages. Mais enfin, vous savez, le débat n'est pas une controverse historique, mais savez-vous que Lafayette, par exemple, dont vous trouvez peut-être très sympathique, a fait tirer sur le peuple lors de l'occasion d'une manifestation du Champ de Mars qui voulait seulement pétitionner. La répression, elle a été terrible, et bien plus terrible de la part de gens qui aujourd'hui ont des noms de ponts, des noms de statues, que par la suite toute une série de gens qui voulaient diaboliser la Révolution française et qui ont accablé des personnages. Donc, vous savez. Mais quoi, c'est l'idée de la morale en politique Mais la morale, c'est important, j'espère que. Mais il faut de la morale en politique. Oui. Ceux qui n'en ont pas, mais la question c'est de quoi... Et la vertu aussi. La vertu, oui. Enfin, la vertu de Robespierre, elle est un peu inquiétante dans le jusqu'au boutisme. Mais bon, je vous ai répondu à la question, on ne va pas... Non, mais alors, que si vous voulez, on prend une discussion là-dessus. Vous savez que ceux qui ont abattu Robespierre ont par la suite mis en place une constitution beaucoup moins démocratique et ont ouvert la porte à un homme qui s'est fait sacrer empereur par la suite. Moi, je préfère la République plutôt que l'Empire. Et vous savez, Napoléon a fait plus de morts en Europe et en France que ce qu'il s'est passé pendant la Révolution française. Mais c'est un grand débat historique. Puisque vous parliez de morale, vous allez me dire si ça relève de la morale. Ce rapport du Sénat rendu public jeudi dernier, qui met en évidence l'omniprésence des cabinets de conseil au sein des ministères. Pour la seule année 2021, les contrats avec des entreprises de conseil ont coûté 1 milliard d'euros aux finances publiques. Pour vous, là, est-ce que c'est une affaire de morale précisément, ou est-ce que c'est juste un problème de comportement ? Une affaire de morale, et même une affaire qui, me semble-t-il, devrait être instruit par la justice, parce qu'il y a une audition, si je ne dis pas sottise, au Sénat de McKinsey. De la question des impôts. Oui, mais c'est important. Parce que quand il y a un parjure, c'est important. Vous avez un représentant de ce cabinet qui a été utilisé plusieurs fois par les gouvernements de M. Macron, successifs, les gouvernements sous la présidence de M. Macron, qui, comment dirais-je, s'est goinfré, pardon l'expression triviale, mais utilisant parfois des moyens qui ont complètement mis de côté nos administrations, donnant des conseils qui n'étaient pas toujours très avisés. Ces cabinets ont fait du profit. Déjà, première question, pourquoi devons-nous faire appel à des cabinets privés qui ne sont pas très éclairants en vérité sur leurs décisions ? On s'aperçoit en plus que par la suite, ces gens, contrairement à ce qu'ils ont dit devant le Sénat, ne payent pas d'impôts ou très peu d'impôts sur les sociétés en France. Donc là, on a un scandale. Et c'est une forme de privatisation de l'État que je ne souhaite pas. Dans nos administrations, nous avons des gens intelligents qui peuvent très bien faire des différentes expertises, des rapports. Et je me méfie de manière générale, et là dans le cas présent, de cette utilisation abusive de cabinets privés qui viennent un petit peu comme la sangsue ou un parasite se goinfrer de fonds publics et qui en plus montent devant la représentation nationale en disant si nous payons des impôts alors qu'ils n'en payent pas. C'est proprement scandaleux. Peut-être un mot sur la guerre en Ukraine pour terminer. Au début de la guerre, Jean-Luc Mélenchon considérait que c'était l'OTAN, l'agresseur. Aujourd'hui, ce ne sont plus les États-Unis les méchants, mais la Russie. Donc, est-ce que Jean-Luc Mélenchon a mené une inversion des méchants ? Déjà, ce vocabulaire n'a pas été utilisé. La question, c'est... Si, regardez. Non. Regardez. L'OTAN est l'agresseur, sans aucun doute. Les États-Unis d'Amérique ont décidé d'annexer dans l'OTAN l'Ukraine et la Russie. Je précise qu'il nous reste 1 minute. D'accord, que dire voilà. Ce qu'il faut là-dedans, ce que nous souhaitons, c'est une France non alignée, indépendante. Par exemple, le général de Gaulle avait quitté le commandement intégré de l'OTAN, ce qui nous permet de faire des alliances avec les uns ou les autres selon les nécessités du moment. L'OTAN a été construit à l'époque du bloc soviétique, et lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, depuis, tous ces faits ont été avérés. Oui, mais c'est pas ma question. C'est ma réponse. C'est-à-dire que pour comprendre ça, mais non, mais sinon on ne comprend rien. Pour comprendre ça, c'est l'engagement avait été pris que l'OTAN ne verrait pas ses positions avancées et des pays n'adhéreraient pas à l'OTAN à la frontière de la Russie. Cette promesse n'a pas été tenue. Et à ce moment-là, quand Jean-Luc Mélenchon fait cette déclaration, c'est pourquoi l'OTAN notamment a mis des bases antimissiles en Pologne. Et ça va créer une tension. Et c'est ce qu'il voulait, une sortie politique. Depuis, évidemment, les choses sont claires. Poutine a pris la responsabilité scandaleuse, innommable, de modifier les frontières, de faire la guerre, de créer le chaos et d'être un facteur potentiel
d'une guerre mondiale, ce que je ne souhaite pas. Donc il faut plus que jamais avoir une voix forte. Personne ne souhaite. Oui, mais agissons d'un point de vue diplomatique, économique, sanctionnons les oligarques pour faire pression sur Poutine. Merci Alexis Corbière. Merci beaucoup. Tout de suite, nous accueillons Aurore Berger. Merci. Je vous en prie.